Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir la certification, les autorités de certification. Donc ça va pas être une seule vidéo, ça va être une petite série de vidéos, dont la première va concerner Windows Server 2012, dans lequel on va lui installer l'Active Directory, qui lui-même installera le rôle DNS. Ensuite, nous installerons le serveur web 2IS et nous installerons PHP, MySQL et PHP-MyAdmin pour pouvoir installer un CMS de type Joomla. Voilà, donc ça sera peut-être la première partie, donc c'est-à-dire la préparation de l'environnement dans lequel on travaillera par la suite pour activer des certificats de ci et de là. Alors soit ça se passera dans la même vidéo si ça va vite, ou sinon ça sera dans la deuxième vidéo. On verra ensuite tout ce qui est vraiment les certificats au niveau de Windows, comment on va pouvoir émettre des certificats, révoquer des certificats et appliquer des certificats non pas seulement au serveur web mais aussi au niveau des utilisateurs, et voir même comment on peut créer son propre modèle de certificat. Voilà, donc un gros programme sur cette première ou ces deux premières vidéos qui concernent Windows Server 2012. Ensuite, nous verrons toujours une autorité de certification, mais cette fois-ci sur un Linux. Donc j'aurai choisi la distribution Debian, donc c'est la version 6. Je sais que la 7 est sortie, mais bon, j'ai pas eu le temps de mettre à jour encore, donc ça sera la version 6, mais c'est presque pareil. Et dedans, il y a VirtualMin qui a été installé, qui a installé aussi WebMin par la même occasion. Donc WebMin, c'est l'administration du serveur au travers d'une interface web. VirtualMin, c'est tout un environnement de serveurs virtuels au niveau des serveurs mail, web et pas mal dans le genre, base de données et tout ce qui s'ensuit. Donc ce sera un environnement, on va dire, de base, comme si qu'on avait, on va dire, notre Active Directory, notre DNS et des serveurs 2IS virtuels. Donc ça sera la même configuration, sauf que ce sera pas du Windows, ça sera du Linux. Sur cette deuxième partie, on va dire, ce qui concernera Linux, vous verrez que c'est un petit peu différent, le principe reste le même, et au niveau des extensions de fichiers, ça change. Enfin, nous verrons une troisième vidéo qui, elle, se passera sur une plateforme Linux, ça sera un Linux Mint, et les dérivés de Debian. Et dans cette vidéo, nous allons voir en fait une autorité de certification, mais cette fois-ci sans interface graphique, en fait, entièrement gérée en ligne de commande comme un grand. Voilà. Donc, quand on est parti, on va commencer ce chapitre par le Windows Server 2012. Donc à plusieurs moments des étapes, surtout des étapes d'installation, je mettrai la vidéo en pause, alors je vous précise peut-être pas à chaque fois. Quand je jugerai que c'est utile de le préciser, je le préciserai, sinon vous verrez la vidéo dans son ensemble, comme si il n'y avait pas eu de coupure, quoi. Alors, oui, donc à la base, on va voir ça en même temps. Donc tout ce qu'il y a de plus banal, serveur installé de base. Bon, j'ai configuré les quelques services qui ont du mal à démarrer au démarrage. Donc quand c'est comme ça, vous avez généralement 3 services qui ont du mal à démarrer. Donc ces 3 services, pour les démarrer, parce qu'ils sont en démarrage automatique, ce qui fait que ça galère un peu ici, ça nous donne des notifications rouges. Il
suffit de les passer en démarrage automatique et pas automatique début différé, comme il dit. Après c'est pareil, j'ai installé aussi, bah voilà on le voit, Google. Donc Google, pareil, son service Google Update provoque des petites erreurs rouges. En fait c'est parce que il marche pas tout le temps, il marche pas tout le temps, donc quand il marche pas, quand il est arrêté, bah du coup il produit l'erreur. Donc pour ça, bah, il suffit d'aller dans le petit truc service ici, et il surveille tout. Et bah dans la liste on va lui dire bah, ne surveille pas Google, puisque ça sert à rien de toute façon. Donc il est où le Google Update, voilà. Vous voyez, bon, moi je supprime les deux parce que c'est jamais quoi. À la base c'est celui-là, on a vu dès que j'ai décoché le premier, il est parti. Mais bon, par précaution, moi je mets les deux. Voilà, du coup ça c'est parti. Ici bah, c'est pareil, hein, on va faire la même chose au niveau de l'ensemble des serveurs. Le Google Update. Et voilà. On lui dit OK. Donc l'événement, bon bah ça c'est rien, c'est parce que j'ai arrêté le système récemment. Et là on va dire la même chose. Voilà. Serveur tout propre. Alors, comme je disais, j'ai installé Google Chrome et j'ai installé Notepad++. Alors, bon j'ai choisi Windows Server 2012 parce que c'est le plus récent, déjà. Et bah franchement, je l'aime bien. Autant Windows 8 j'aime pas, et l'interface comme ça, métro ou je sais plus comment il l'appelle trop, est vachement cool sur un serveur. C'est vachement pratique, c'est beaucoup plus réactif, bien plus fluide, bien plus clair dans les options qu'on doit prendre et tout. Les choses qui nous intéressent sont vraiment au premier plan. Et ça consomme pas beaucoup, donc ça fait qu'il est très réactif en fait, comparé aux autres versions. Voilà, donc ouais, c'est ça, c'est ce choix. Par contre, oui, ce que je reproche un petit peu, c'est le menu démarrer, hein. Ça fait vraiment chier beaucoup de monde, je pense. Donc la petite astuce consiste à savoir son petit menu temporaire. Donc dans le disque local, par défaut, on n'a pas les programmes cachés, les dossiers cachés. Donc pareil, par défaut, le ruban est relié. Donc un petit clic au niveau du ruban et on décoche, le ruban reste déplié. Néanmoins, je crois qu'il faut le dire autre part. Peut-être qu'il faudra le redire parce que des fois il se replie tout seul. Ensuite, c'est dans Affichage et dans Options. Donc au niveau de l'onglet Affichage, j'ai l'habitude de cocher qu'il affiche les dossiers et fichiers cachés. Et surtout, il m'affiche les extensions de fichiers parce que j'en ai. Voilà, donc quand j'ai activé ça, je suis bien content. Maintenant, dans le dossier Programme Data, alors en fait, les utilisateurs, dans le menu démarrer, je ne sais pas si vous vous rappelez à ce temps-là, mais si vous faites un clic droit, vous avez Ouvrir et Ouvrir pour tous les utilisateurs. Donc je vous explique pas le principe, mais Ouvrir, c'était juste votre session à vous et vos programmes à vous que vous pouvez voir vous et uniquement vous. Et Ouvrir tous les utilisateurs, c'était les programmes accessibles pour tous les utilisateurs du système, donc vous et d'autres utilisateurs qui existaient sur votre ordinateur. Donc vu qu'ici qu'on est sur un Windows Server et tout, on va utiliser le programme qui est pour tout le monde. Donc il se trouve dans Programme Data, dans Microsoft, Windows et menu démarrer. C'est ce dossier programme qui nous intéresse, qui nous liste normalement les programmes qu'on voit dans le menu démarrer. Donc là il y a encore des programmes qui étaient là que j'avais enlevés. Donc je vais copier ce chemin là-haut en cliquant dans le vide. Je le copie et tout en bas je vais m'ajouter une petite barre d'outils, une nouvelle barre d'outils, et cette barre d'outils va cibler le dossier que je vais coller le chemin, mon dossier programme, là où j'étais tout à l'heure. Je sélectionne. Ici, bon, je vois qu'elle n'est pas verrouillée, donc je vais verrouiller la barre des tâches, comme ça je bouge pas les options. Et ça, je peux fermer. Alors ça a pour conséquence d'avoir le dossier programme, et du coup ici rapidement, par exemple, je pourrais accéder à mon Notepad++. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Maintenant on est parti, on va commencer à installer les rôles.
Donc premièrement, hein, de toute façon l'autorité de certification, on peut l'installer sous deux modes, en mode autonome ou lié à l'Active Directory. Alors vu que sur Linux et puis sur le Linux Mint, je parlerai un petit peu plus au niveau autonome, alors ici je vais l'utiliser avec Active Directory. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais tout de suite installer le rôle Active Directory, puisque l'autorité de certification a besoin au moment où je l'installerai. Donc pour le moment j'installe juste le rôle AD, hein, puisque généralement il ne faut pas installer trop de choses en même temps quand on installe celui-là. Donc on installe. Donc automatiquement au niveau de l'assistant DC Promo, qui est plus DC Promo maintenant, puisque ça a changé de nom il me semble, à travers cet assistant il m'installera le rôle DNS, puisqu'il faudra un rôle DNS qui soit inscriptible, donc catalogue global pour l'Active Directory, que je puisse écrire dedans aussi. Alors c'est pareil, hein, dans le truc de certification, comme je vous dis, je vais pas trop aller sur la théorie, je vais vraiment plus cibler la pratique. Donc vous ne parlez pas trop entendre parler de clés asymétriques, de cryptographie et tous ces trucs là. Si vous voulez savoir ces choses là, il y a Wikipédia et il y a une bonne vidéo sur YouTube et une autre sur le site Microsoft TechNet qui explique bien la chose. Donc voilà, le rôle AD est installé, qu'on peut voir derrière, hein. Là il a installé le rôle. Donc j'aurais pu fermer cet assistant puisqu'il va me le préciser aussi là-haut dans les notifications, comme quoi je dois promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, et qui me le dit aussi ici. Donc que je clique sur l'un ou sur l'autre, ça me ramène au même. Donc là je peux fermer cette fenêtre derrière, et on y va. Donc ici je vais démarrer sur une forêt toute nouvelle, hein. J'ai pas de contrôleur de domaine, j'ai pas de forêt qui existe. Alors avant de partir là-dedans, je vais vérifier une petite configuration. Donc au niveau de VirtualBox, alors je vais réduire la machine, voilà, VirtualBox, mon serveur. Si je regarde dans sa configuration réseau, je l'ai placé sur NAT. Donc ça c'est une chose. En gros, voilà. Je vais pas faire un grand réseau, mais bon, ceux qui comprennent, ils vont comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite, je vais vérifier au niveau de ma carte réseau. Donc, à la base, je l'avais configurée pour un tutoriel précédent, mais je vais la déconfigurer temporairement. Hop, je vais la remettre sur automatique, et je ferme. Voilà, donc il est un petit peu long. Ok, alors il y a un nouveau raccourci qu'il faut connaître au niveau de Windows Server et Windows 8, cette génération nouvelle, c'est la touche Windows X, qui vous donne un petit menu rapide ici, qui vous permet d'aller dans des endroits utiles parfois. Donc ici ce qui m'intéresse c'est l'invite de commande en admin. Alors j'aurais pu prendre la normale puisque je vais simplement faire un simple ipconfig pour vérifier la configuration que VirtualBox m'envoie au travers du NAT. Donc voilà, il me dit que la passerelle par défaut c'est 2.2, que l'IPv4 c'est 2.15 en 10.0, donc une classe A privée bien entendu. Donc on y va, on configure l'interface réseau. J'aurais pu le faire en ligne de commande, mais bon, on va pas se prendre la tête, on va le faire avec l'interface pratique. Donc on dit 10.0.2.15 ou 25, je sais plus, 15. Ensuite le masque qui se fait tout seul, sauf que c'est 255, 255, 255, donc hop, on va changer, on va bien mettre le masque qu'il faut. Ensuite on a 10.0.2.2 comme passerelle. Alors pour le DNS, pour le moment, je vais laisser celui de la passerelle par défaut. Alors elle n'en a pas vraiment, mais bon,
C'est juste pour aller sur Google tout à l'heure quand on en aura besoin. De toute façon, on rechangera ça par la suite. Donc je valide les paramètres, la carte normalement se réinitialise, mais bon, pour être sûr, on va le faire à la main. Voilà, un petit IP config à nouveau, on a bien la même adresse, content. Au niveau de l'icône, on voit que ça délire. Prendre. Si on regarde tout simplement sur Google, et on peut alors je me demande s'il a vraiment compris. Son assistant, il fait chier son assistant. Donc ici, je vais configurer un petit truc rapidos. Le petit bouton d'accueil qui va pointer sur la page Google. Et décidément, on va me faciliter la vie. Hop. Alors, on aura un message d'erreur, ouais, je m'en doutais un petit peu, vu le temps que ça prenait. Donc, temporairement, au niveau du DNS, je vais pas me prendre la tête, je vais le mettre sur le Google directement. Voilà, comme ça, pas de souci. Si on essaie d'accéder un petit peu partout, et autre qu'un service Google par exemple, voilà, on n'a pas de souci. De ce côté-là, c'est parti, ça fonctionne. Donc ici, on ajoute notre nouvelle forêt. Alors, encore une autre configuration, c'est vrai. Au niveau du bord du virtual plutôt, donner un nom à votre ordinateur, un nom qui parle, hein, parce que souvent c'est des noms bizarres par défaut. Et fixer l'adresse IP, hein, comme j'ai fait, donc il faut que ça soit fixé et qu'il y ait l'IPv6, surtout laissez activer IPv6, même si vous ne l'utilisez pas, laissez-le activer. La configuration d'Internet Explorer, je vais désactiver parce que ça m'embêtait, et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là. Donc voilà. Donc on repart dans notre assistant de configuration. Hop. Donc ça veut dire qu'il est derrière. Voilà. Donc ici je vais choisir un domaine que je possède, qui est Microsoft. Vous pouvez mettre tout domaine à votre convenance. Hein. Souvent Microsoft prend l'exemple comptozo.com. Faites comme vous voulez. Si vous en avez un vrai, utilisez le vrai. Donc ici, vous avez vu, j'ai créé une nouvelle forêt. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas déjà de contrôleur de domaine et ni rien de tout ça. Donc je vais utiliser le niveau fonctionnel, les rôles FSMO à pleine puissance, hein, au niveau de fonctionnalité des serveurs 2012. Bien entendu, dans mon environnement, je ne prévois pas de foutre un serveur Windows Server 2008 R2 à côté. Non, vous mettez 2008 ici R2 dans la liste des rôles des fonctionnalités pour éviter les problèmes que vous rencontrerez par la suite. Donc là, on définit le mot de passe pour l'Active Directory en cas de problème, pour les restaurations de services d'annuaire. Voilà, donc il me dit qu'il ne peut pas déléguer, c'est normal, puisque en fait le DNS n'est pas là, donc ça c'est pas grave, il va le faire tout seul. Donc le domaine était unixver.net, donc le nom de domaine net. Donc ça c'est un petit peu long. Voilà, on a bien notre nom de domaine. On fait suivant.
Donc là il va nous dire où est-ce qu'il enregistre les fichiers au niveau des logs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc les fichiers journaux, les sysvols, et ainsi de suite. Éventuellement, vous pouvez changer d'endroit si vous voulez. Hein. Moi je le laisse parce qu'il n'y a qu'un seul disque dur C dans l'ordi virtuel, donc je le laisse comme ça. Donc là, petit récapitulatif. Hein. Donc moi, je suis OK. Je lui dis qu'il peut y aller, il n'y a pas de problème là-dessus. Il va vérifier. Puis après, bah, il va passer en installation. Donc là, il n'y a rien de particulier, hein, c'est la base, quoi. Donc tant qu'il fasse ça, je vais en profiter. Je vais aller sur internet et télécharger quelques trucs que je vais avoir besoin. Alors, premièrement, PHP MyAdmin. Voilà, donc je vais sur le site phpMyAdmin.net et je prends la version stable, parce que là c'est une release candidate, hein. Je vous conseille la stable. Donc voilà, il télécharge. Ensuite, je vais avoir besoin de MySQL. Donc je vais sur le site hein, tout simplement de mysql.fr. Dans téléchargement là-bas, je demande la version Community. Et ici, je demande le Community Server en download. Je descends tout en bas et je récupère le zip. Alors moi, vu que c'est un système 64 bits pour Windows Server 2012, de toute façon, donc je prends 64 bits. Voilà, donc je vais tout en bas. Vous pouvez vous créer un compte si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez démarrer le téléchargement sans créer de compte. Ensuite, je vais avoir besoin de PHP. Mais attention, ici on est sur Windows Server. Et du coup, on va pas télécharger PHP pour Windows tout court. Puisque il va devoir communiquer avec 2IS ce PHP. Du coup, on va avoir besoin de certaines DLL, certains trucs de ce genre, spécialement pour ça. Donc dans ces cas-là, on demande PHP, mais on précise que c'est pour 2IS qu'on le veut. Donc voilà. Alors actuellement on sera sur 2IS 8 puisqu'on est sur Windows Server, mais le 2IS 7 fera vraiment l'affaire. Donc on va sur le site PHP.net, hein, tout simplement. Donc on est bien dans la partie 2IS spéciale hein, pour ça. Et on descend. Et il nous dit la première chose qu'on aura à faire, ça sera d'installer les trucs CGI. Donc ça on le fera après. Donc il nous fait voir comment on devrait faire. Ensuite, il nous dit d'aller chercher les binaires, d'accord, et il nous recommande la version non trace safe. Donc on y va, on clique sur les binaires et les sources. Donc on voit pour que la toute dernière version, bah, les binaires n'ont pas encore été faites, ni les sources. On voit que pour la 5.4, donc on a les sources au zip non trace safe en x86. Là aussi en x86. Mais là, elle est très safe. Mais le problème, c'est ici, on va voir en fait les sources. On n'aura pas l'installeur et du coup, il va peut-être nous manquer des DLL. Donc, on va devoir descendre encore un petit peu dans la version. De toute façon, on est toujours dans le PHP 5 hein, déjà. Donc là, on voit, ça y est. On a pour le x86, et on n'a rien pour x64. Donc, on va garder le x86. Et ici on a bien l'installeur, donc on prend bien le nom safe, hein, comme il nous indiquait dans la documentation précédente. Et je clique sur installer ou installeur. Donc là je pense avoir fait toutes mes courses. On va retourner sur la page précédente puisque cette page va nous indiquer des choses intéressantes à configurer justement PHP.
vu que je vais m'en servir tout de suite, bah justement, je vais la placer dans une barre de favoris. Voilà. Et comme je la vois pas par défaut, alors je vais demander d'afficher une barre de favoris, comme ça restera ici. Donc lui il devra avoir fini, voilà, il a fini, et il a vérifié tous les trucs qu'il voulait, donc on est prêt à installer. Voilà, donc le temps que ça finisse de télécharger les programmes et que lui s'installe, je vais mettre en pause, d'accord? Et on se reprend dans quelques secondes. Donc voilà, le serveur a redémarré. Alors malheureusement pour moi, c'est vrai que j'ai pas pensé que l'assistant de promotion pour le domaine faisait redémarrer l'ordinateur, ce qui fait que là, le téléchargement de MySQL s'est interrompu. Donc je devrais le retélécharger. En même temps ça tombe bien puisque j'avais vu un truc que je vous expliquerai quand on sera sur la page. Hop là. Donc je vais en profiter tout de suite. Je vais commencer par télécharger MySQL. Là, plutôt retélécharger MySQL. Donc on avait dit téléchargement. Ensuite on avait dit Community Edition. Puis Community Edition Server. Et quand je suis arrivé ici, tout à l'heure on avait téléchargé une version ici qui avait un zip archive. Alors c'est vrai que si vous prenez cette version là, il y a des choses à faire. En fait c'est, en gros vous aurez le dossier, vous le dézippez, vous mettez MySQL là où vous voulez, par exemple dans vos programmes file x86, un dossier MySQL, vous mettez tout ce qu'il y a dans le dossier zippé là-dedans. Puis vous allez jusqu'au chemin bin, vous recopiez ce chemin et vous mettez ça dans la variable path. Donc on verra tout à l'heure comment faire, pour ceux qui l'auront téléchargé comme ça. Mais sinon, il y a l'installeur en fait. Et il vaut mieux prendre l'installeur. Donc c'est ici, MSQL installeur Windows. Et c'est la même chose, hein. Là on a le 32 bits. Alors il dit ici en fait que le 32 bits contient bien les deux versions 32 et 64. Et du coup on va prendre celui-là, hein. C'est le plus grand mais bon. Hop. Et on download. Donc ça, le temps que ça se fasse, ça va prendre un petit moment, donc hop, on va refermer ça. Limite je vais retélécharger l'autre aussi, juste pour ceux qui auront téléchargé la première version comme j'ai fait au début, pour vous faire voir comment on aurait dû faire avec celle-là. Voilà, comme ça fait ça, on va nous voir notre configuration. Donc on a bien notre serveur qui est contrôleur de domaine. Alors vu qu'il est contrôleur de domaine, les réglages qu'on a fait tout à l'heure, vu que notre session a changé en fait, du coup on a encore les événements Google. Ah non, là c'est les alertes comme quoi j'ai arrêté un petit peu rapidement l'ordinateur. Parce que j'ai eu un petit problème. Mais rien de ce que l'on a fait nous en fait, hein, c'est autre chose. Donc on a l'AD, elle est promue en contrôleur de domaine, donc là-dessus il n'y a pas de problème. On a le DNS, donc là c'est pareil, il n'y a pas trop de soucis, hein, il fonctionne. Les erreurs c'est parce qu'il a redémarré le PC. Donc là on va continuer à installer des rôles. Donc le premier ça va être 2IS. Donc on prend le serveur web 2IS. Et au passage, je vais aussi mettre le service de certificat Active Directory. Voilà. Je fais suivant. Alors ici, je pense pas qu'il y ait grand chose à mettre. Même rien du tout, je crois bien. Puisqu'en fait, nous proposer juste après. Voilà. Donc je fais suivant.
directement. Et voilà, maintenant j'ai les fonctionnalités web. Bon, on peut mettre web et redirection. C'est pas vraiment obligatoire, mais vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre la journalisation si vous avez envie ou pas. Au niveau des performances aussi. La sécurité, alors là je vais commencer à activer des trucs, par exemple l'authentification de base, digest, permapage de certificat, la window, et l'URL et la prise en charge des certificats. Donc je mets tout sauf restriction IP du domaine. Et là ici dans le développement d'application, donc c'est ce qu'on retrouvait sur la documentation PHP. Là, si on vient ici, je reprends le lien que j'ai mis tout à l'heure. Au niveau de l'activation, là, il nous dit qu'il faut surtout cocher CGI ici. C'est ce qu'il y a, cocher CGI. Donc vous pouvez cocher uniquement CGI dans notre cas. Vous pouvez aussi vous amuser à tout cocher. Et voir par la suite si vous vous en servez ou pas. Et si vous en servez pas, bah, vous les décochez quoi. Donc là, tout ce qui est serveur application, je vais tout mettre. Le webcore, la console, ça je le laisse et je vais activer tout ce qui est FTP. Voilà. Donc là, on peut passer sur suivant. Suivant. Alors l'autorité de certification, on y reviendra plus tard pour réinstaller le drop, mais pour l'instant, il faut installer que lui tout seul. Donc là, bah, ça va prendre un petit temps, donc je vais mettre en pause et je vous reprends juste après. Donc voilà, les rôles de service se sont installés. Donc j'ai mis la vidéo en pause plus de 20 minutes parce que en fait j'ai simplement attendu que MySQL termine de se télécharger, vu qu'il y en avait pour 20 minutes. Et il n'avait pas menti. Voilà, le fait que j'ai 2 MySQL, on va pouvoir continuer la suite. Donc ça pour l'instant je vais réduire et ça je vais fermer. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Donc ici ce qui va m'intéresser, pardon, c'est 2IS. Donc on va dans le gestionnaire de services 2IS. Hop là. Et au niveau du serveur par défaut, donc les web plateformes, hein, vous pouvez les télécharger. Là je le ferai pas pour parce que ça concerne pas du tout ce qu'on va faire, mais vous pouvez le télécharger, c'est utile. Donc ici je viens juste sur le site par défaut qui nous crée. Et par défaut, le serveur 2IS nous crée dans le système. Donc il faut traduire par la lettre du lecteur ce qu'il y a le système. Donc, moi dans mon cas c'est le disque dur C. Donc c'est 2 points, dossier inetpub, wroot. Ceci est accessible, si on le voit sur le côté, via HTTP sur 80 tout court. Autrement dit, c'est localhost. Si je clique là-dessus, il m'ouvre le serveur dans la page web 2IS 8. Donc nous allons voir dans un premier temps l'activation de PHP. Comme vous savez, Windows Server 2IS ne connaît pas PHP. Donc premièrement, hein, ce que nous avons fait dans l'installation de 2IS, nous avons bien coché les CGI. Hein, ça c'est important, comme nous dit la doc. Donc ensuite, bah, il va falloir installer PHP. Alors pour ça, on y va. Donc déjà on pourrait faire un petit test. Donc je vais dans mon disque dur C, dossier inetpub et wroot. Et on voit par défaut ce qui nous affiche un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc là je vais me créer un petit dossier 2IS et y placer tout ce qu'il y a ici. Donc là je vais ouvrir mon petit notepad++. Voilà.
Et dedans, je vais simplement créer une balise HTML H1. Et marquer hello 2is HTML. Voilà. Donc je vais copier cette ligne, CTRL C, je vais créer un autre fichier, CTRL V. Je vais le modifier un petit peu. Et du langage PHP. Donc je mets les balises d'ouverture et de fermeture du langage. Voilà. Et ce hello 2is, on va le transformer en PHP du coup. Et là, il va falloir tout simplement qu'on lui dise un petit écho et qui nous affiche tout ce qu'il y a entre guillemets avec le point virgule pour fermer l'instruction. Voilà, donc je mets deux fichiers. Donc à la base sur le web, on a toujours l'habitude d'appeler les premiers fichiers index. Donc j'y vais, je commence à sauvegarder ce premier fichier, donc save as, sauvegarder tout, dans mon répertoire de JS, donc inetpub, wroot, et lui je l'appelle index, et celui-ci c'est le HTML, donc au format HTML. J'enregistre. Deuxièmement, je le sauvegarde sous, hop là, save as, toujours dans wroot, il s'appellera index, il sera en PHP. Voilà. Donc j'ai mes deux fichiers d'index et ils sont tous les deux dans wroot. Et j'ai décalé les fichiers de JS dans un répertoire de JS. Si je reprends mon navigateur et que j'actualise le localhost, je vois HTML. Donc qu'en est-il de PHP? Alors pour le tromper, on va juste modifier index de numéro. Et du coup, il faut comprendre que normalement il faut lire index PHP. J'actualise, et là, il dit qu'il trouve pas de page index, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable de comprendre PHP. C'est tout à fait normal, on ne l'a pas encore installé. Donc on va commencer par ceci, on va lui installer. Donc je vais garder ce route à côté de moi, et je vais ouvrir un nouvel explorateur dans téléchargement. Donc premièrement, on va installer le PHP. Donc vu qu'on a l'exécutable et tout, ça va se passer tout seul. Contrairement aux versions d'avant où c'était un petit peu laborieux. Maintenant, donc on accepte les conditions. On lui dit bah ok, tu vas te mettre là-dedans. Et surtout, ce que nous dit la doc, il va falloir cocher 2is fast CGI. Si je reprends la doc, donc MySQL je peux fermer, j'en ai plus besoin, et la doc, on continue. Le truc, donc c'est au tout début je crois bien. Donc c'est plus vraiment là, où est-ce qu'il dit. Donc là il nous dit qu'il faut faire ça, là il nous dit qu'il faut faire ça. Bon, là il ne dit pas, mais bon, en fait, faut le faire. Il me semblait l'avoir vu, mais faut bien regarder du coup. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut installer en plus? Si je regarde les scripts exécutables, donc je peux lui dire oui, soit je peux les installer, donc en tailleur, en entier. Les extras qui peuvent lire et manuel. Oui, tu peux me tout installer. Alors par contre, extension, parce que des fois, il y a certaines extensions, comme là, celles qui sont un petit peu barrées, où on n'a pas les DN en fait. Donc si on les prend, on va avoir des soucis après. En ligne de commande, on peut avoir des problèmes. En général, on a ce qu'il faut vraiment pour ce qu'on a besoin. Là, je vérifie un petit peu, je fais un petit peu le tour, mais oui, on a ce qu'on a vraiment besoin, quoi. Donc on touche pas à ce truc-là. Les extensions, on laisse comme il définit. Par contre, on peut, si on veut, installer tous les scripts et les extras.
et on installe tout ça. Alors après, là, comme dit, qu'il va falloir modifier le fichier PHP ini. Donc ce PHP ini se trouve en fait dans le dossier où on a installé PHP. Donc si je vais voir ce fameux dossier où j'ai installé PHP, donc je reprends l'explorateur, comme ça j'ai toujours mon dossier téléchargement à côté de moi. Hop, je vais là-dedans et j'ai dit qu'il allait dans Program File, PHP. Et ici je vois, ici j'ai PHP ini. Donc si je l'ouvre comme ça, il va l'ouvrir avec Notepad, et c'est franchement affreux. D'où la raison du Notepad++, puisque là je vais l'éditer avec Notepad++, et du coup on voit un fichier un peu plus propre. Alors tout ce qui est en vert, c'est ce qui commence par un point virgule, c'est un commentaire. Et tout ce qui est en noir, c'est ce qui est pris en compte par le fichier PHP ini. Donc là ils nous disent dans la doc, aller dans les options CGI et Fast CGI du PHP ini. Donc ça se trouve un peu plus bas. On a les erreurs, on a les trucs MIM, et on a les paths et directory, c'est pas loin de ces trucs là. Voilà. Donc ici on voit le premier, force CGI force redirect égale 1, donc il est commenté, et ici il nous dit qu'il faut le décommenter en gros et puis le mettre à 0. Donc je le décommente, et je le passe à 0. Donc le NPH il en parle pas, le fixe path info. Donc le fixe path info il nous dit de le mettre à 1. Donc il est déjà à 1, donc il suffit juste de le décommenter. Donc là je vois au passage il n'a pas mis d'espace, donc je vais pas mettre d'espace. Bah ça dépend en fait, des fois il met des espaces, des fois il en met pas, donc bon, on va laisser comme ça. Et enfin on a les deux, le logging doit être à 0 et le impersonate à 1. Donc impersonate par défaut il est sur 1, il suffit juste de décommenter, et le logging 0, pareil, il suffit juste de décommenter. Et on enregistre notre fichier PHP ini. Donc voilà, PHP est prêt à discuter en Fast CGI. Et ensuite, on nous dit normalement d'aller dans la console de gestion de JS et dans les Angular Mapping au niveau du serveur principal. Donc si je me mets sur le serveur principal, dans la page gestionnaire de ma page, donc vous reconnaissez l'icône, une flèche bleue, une flèche verte, avec une espèce de boîte par derrière, et ben là c'est pareil, hein, on a la flèche bleue, la flèche verte et la petite boîte derrière. Et normalement, il faut ajouter un module Fast CGI pour tout ce qui est en PHP, qui va pointer vers le répertoire où on a installé PHP, vers le CGI EXE et qu'on nommera PHP via Fast CGI. Donc bah ça on va regarder hein, parce que en fait il nous l'a fait tout seul. Dans le gestionnaire de ma page, et puis si on regarde dans la liste, donc on devrait trouver normalement un truc qui correspond à PHP. Donc là je regarde l'accès au niveau des extensions tout simplement. Voilà. On voit par défaut, bah, il l'a ajouté. Si je clique dessus pour vérifier, donc j'ai bien mis l'étoile PHP, donc everything PHP, tout ce qui sera par point PHP. Il l'a appelé Fast CGI module, comme il le disait dans la documentation. Il a pointé vers notre fichier PHP CGI et il a donné le même nom que dans la documentation. Donc en d'autres termes, il a tout fait tout seul. Donc maintenant qu'on a PHP, qu'on a configuré le PHP ini, que notre module est bien installé dans le 2JS, alors le 2JS doit être capable de comprendre PHP. Et voilà, le 2JS nous comprend bien PHP. Donc continuons dans la suite de nos étapes, qui va être de mettre MySQL. Alors pour PHP, on va faire une petite chose, c'est ce qu'on fera aussi pour MySQL, pour ceux qui ont téléchargé le zip. Et peut-être je vais le faire tout seul, je vais le découvrir en même temps que vous.
Euh, Ici, voilà, c'est dans notre disque local programme file PHP, où on a notre fameux PHP élevé, et puis nos autres PHP, hein, oui, il utilise le CGI, mais il peut aussi utiliser. Et ben on va copier le chemin, tout en haut, on copie. Et sur ordinateur, on va faire un clic droit, propriété. Et là, on va aller dans les paramètres système avancé, puis dans les variables d'environnement. Enfin, dans les variables système, on va chercher la variable nommée path. Hop là, allez. Puis on va modifier cette variable. Là, je pourrais aller la modifier, mais là je vois sous mes yeux qu'en fait c'est déjà fait. On voit c'est de point programme file x86 php, chemin que je viens tout. Donc je vais pas la rajouter, vu que ça s'est fait tout seul avec l'installeur, donc j'y touche pas. Donc je peux vérifier si maintenant je peux appeler PHP de n'importe où, tout simplement en appuyant sur le raccourci, plutôt la touche du clavier qui est le drapeau Windows, et la touche X, nouveau raccourci sur la nouvelle version de Windows. Et ici on peut avoir l'invite de commande en admin ou normal, mais bon, je vais prendre l'admin, comme ça m'envoie dans le dossier par exemple système32. Et pour vérifier si PHP marche bien, je vais taper la commande php-v, l'argument v pour version. Et on voit que PHP me répond bien, sans aucun problème. Si vous avez des gros problèmes, c'est que parce que vous avez installé des extensions et que PHP cherche ces extensions qu'il ne connaît pas. En fait, une extension, quand vous activez les extensions à l'installation, en fait, ça doit avoir normalement des fichiers DLL correspondants. Et dans le zip que vous avez téléchargé dans l'installeur, il n'y avait pas de DLL. Donc c'est pour ça que vous avez des erreurs. Dans ce cas-là, il suffit d'aller dans le PHP ini, et presque tout en bas, je crois. Voilà, c'est ici, toutes les extensions que vous n'avez pas, ou là où il affiche des erreurs, vous supprimez les lignes. Comme ça, vous aurez plus d'erreurs si vous l'appelez après par la suite en ligne de commande. Néanmoins, même si vous avez des erreurs, ça n'empêche pas l'exécution de PHP. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur PHP. Maintenant, nous allons nous intéresser à MySQL. Alors, MySQL, on y va. On va passer déjà en mode par le zip. Comme ça évitera qu'il mette des trucs un peu partout. Donc MySQL, soit je le mets dans programme file x86, ou soit dans le dossier programme qui normalement contient les programmes x64. C'est au choix, c'est comme vous voulez. Donc j'ai téléchargé un x86 malgré qu'il contient le x64, mais vu que PHP il est ici, je vais mettre MySQL au même niveau. Donc je vais commencer à me créer un dossier MySQL. Voilà. Et dedans, je vais y mettre les fichiers que j'ai téléchargés. Donc dans téléchargement, ici j'ai le MySQL zip. Donc pour l'instant je mets le zip, d'accord, et après je vous ferai voir avec l'installeur. Donc avec le zip, on extrait tout. Alors vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc là par défaut on va juste faire un truc, MySQL -v, donc on voit qu'il n'y a rien qui connaît. Même si on mettait MySQL d-v, on voit qu'il nous répond qu'il ne connaît pas du tout la commande. Normal puisqu'on ne l'a pas encore installé, mais c'est pour vous faire voir une chose. Puisqu'on va pas vraiment dialoguer avec MySQL en ligne de commande, mais on va juste repérer comme PHP s'il arrive à reconnaître n'importe où MySQL, ce qui sera très important pour PHP MyAdmin. Donc oui, ça prend un petit temps là, apparemment pour décompresser. Donc peut-être que cette formation va un petit peu vite, mais en même temps, vous voyez, il y a tellement de choses à faire que faut aller un petit peu vite, quoi, sinon ça va prendre des heures. Déjà là, on est presque à 50 minutes de vidéo. Et encore, j'ai coupé parce que voilà, il y avait des téléchargements et puis des installations.
donc il est vraiment long. Mais bon, il n'y a plus grand chose, donc on va attendre un petit peu. Alors au passage, vous voyez l'icône du réseau, mais ça, comme je vous ai dit, il faut pas trop s'en occuper, on a vraiment Internet. C'est le système qui délire. Voilà, donc il nous a extrait le dossier MySQL. Donc dans ce dossier, on va copier tout ce qui est à l'intérieur. Donc du readme jusqu'au bin. Donc je fais un CTRL-C, hein, vous adaptez en fonction de votre système, mais là on est quand même sur Windows. Hop, et dans Programme File, le dossier MySQL que j'ai créé, je vais tout y coller. Donc apparemment c'est le dossier test qui a l'air blindé. Et bah décidément MySQL il fait son poids, hein. Malheureux 200 MO, mais quand même. Donc allez, j'espère qu'il me dépêchera un peu plus là, allez. Ok. Donc ici, si on va dans le répertoire bin, donc on a bien l'exécutable MySQL. Donc si j'ouvre une invite de commande ici, alors pour faire ça, bah, je vais écarter un petit peu ça, pour avoir un peu de place, et cliquer dans le blanc. Et je vais appuyer sur la touche majuscule enfoncée, tout en cliquant, et du coup j'ai cette option. Parce que si je le fais pas, j'ai pas l'option. Vous voyez. Donc il faut bien appuyer sur la touche majuscule enfoncée, et pas la touche verrouillage majuscule. Et si ici je dis MySQL-V, là il me dit qu'il connaît pas MySQL, qu'il n'arrive pas à se connecter. Donc c'est normal, hein, puisque j'ai pas démarré le programme. Et là si je regarde ça, bon il m'affiche pas grand chose d'intéressant, mais on voit qu'il répond des choses sur MySQL. Donc là on va pas communiquer avec MySQL, hein. Donc malheureusement les raccourcis habituels là n'ont pas l'air de fonctionner. Donc c'est pas grave, je vais fermer ça. Donc pour pouvoir dialoguer avec MySQL, bah, premièrement c'est de démarrer le programme. Donc, le programme c'est MySQL D, mais là apparemment c'est MySQL tout court. Alors voilà, MySQL D. Donc je démarre le programme. Du coup ça démarre une sorte de service, hein. Si on regarde, bon, pas vraiment un service, c'est plutôt un processus qui est lancé dans le gestionnaire des tâches. Et je peux voir dans le détail, hein, que j'ai bien le processus MySQLD de lancer. Et là je vais essayer de leur demander sa version. Donc là il me dit qu'il connaît pas, parce que je suis dans le système 32, normal. Par contre, si je vais dans son répertoire à lui, comme tout à l'heure, donc MySQLD-V, bon, il n'a pas vraiment répondu sa version, en fait c'est que ça doit être autrement. Peut-être -V. Bref, bon, c'est pas grave. Le but c'est pas de discuter avec MySQL, c'est juste de faire en sorte qu'il soit reconnu dans le système. Donc on voit que quand on est dans son répertoire, même s'il nous envoie des erreurs, il connaît MySQL. Or si on est dans par exemple le système, comme on a vu il y a 2 secondes, hop là c'est précisé lui, bah là quand je lui demande MySQLD, carrément il me dit qu'il connaît pas du tout. Donc le but est d'ajouter la variable d'environnement path comme pour PHP, mais pour MySQL.
Donc dans le chemin où on l'a installé, dans le dossier bin surtout, là où il y a le fameux MySQLD, on copie le chemin. Et pareil, toujours dans les variables d'environnement PAF. Donc je vais regarder un dossier, ouais, bon, bah, j'ai pas le choix, je vais aller dans celui-là. Propriété, système avancé, variable d'environnement, je cherche le PAF, je modifie, et tout au bout, je vais ajouter un point virgule, et je vais coller le chemin que je viens de copier. Donc c'est programme file MySQL bin. Je valide par OK, je valide par OK, je valide par OK. Ici, bah, je vais quitter puisque j'en ai plus besoin. Par contre, là, bon, bah là, si je l'appelle, je vais peut-être me faire envoyer chier, c'est normal puisque l'invite de commande, il faut que je la réactualise en fait. Donc je recommence, la touche Windows X, invite de commande admin, et je retape MySQL d-v, et là on voit qu'il me répond. Vous voyez, je suis plus dans le dossier C, programme file et tout, et il me répond bien. Donc la variable d'environnement est prise en compte. Ici, à ce stade, c'est tout ce qu'on a besoin. Vraiment, c'est tout. Donc, là, vous aurez paramétré MySQL. Par contre, à chaque fois, il faudra démarrer MySQL à la main, le programme MySQLD. Donc, pour ceux qui vont maintenant, qui ont pris le installeur, donc là, je vais enlever la variable PAF, puisque l'installeur, lui, va me le faire tout seul. Donc, j'oublie pas d'enlever aussi le point virgule que j'ai ajouté. Voilà. Là, je vais pouvoir fermer ceci. Là, tout ce qu'il y a dans le dossier MySQL, bah, je vais le mettre à la poubelle, puisque il n'y a pas eu d'installeur. Hein, c'est moi qui l'ai installé, et je vais surtout couper le processus qui m'empêche de supprimer le dossier. Voilà. Donc à nouveau, on est dans la configuration, hein, que si on appelle... Ah, là j'ai l'habitude de l'autre. MySQL, ouais, je peux mettre D aussi, mais... TV, là, on retrouve, comme tout à l'heure, hein, qui connaît rien, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, bah, on va installer MySQL avec l'installeur. Donc, je déclenche l'installeur, j'exécute. Donc voilà, avec l'installeur, hein, c'est beaucoup plus simple, hein, il fait tout. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein, il suffit juste de placer le dossier là où vous voulez, ajouter la variable d'environnement PAF, et de démarrer le programme. Et voilà. L'installeur va faire juste en sorte que le programme démarre en tant que service. Et il va ajouter la variable PAF, comme PHP l'a fait. Sauf que PHP, lui, il démarre pas en tant que service. Donc je vois qu'il y a une fenêtre derrière, voilà. Donc on est parti, installe MySQL, on accepte la licence, bien sûr il faut la lire. Non, j'ai pas envie de ça. Développeur, serveur seulement, client seulement, full, custom. Bon, installer tout. Donc il va le mettre dans le programme file MySQL, ok, et les données, à la base de données, tout ce qui va être la base de données sera stocké ici, en fait, dans cet emplacement-là. Vous pouvez changer ces emplacements comme vous voulez. Ensuite, il nous dit qu'il va installer le .NET Framework. Donc, bon, s'il veut, et on exécute. Ah non, justement, il va installer tout ce qui est là, en fait. En même temps, on aura Python. Donc là, je suppose que ça va durer un petit moment, on va mettre en pause. Donc bah finalement, il me propose des choses, donc je vais faire en même temps que vous. Donc on accepte les termes, c'est une fenêtre qui va vous proposer. Et voilà, il a fini ça. Là, il veut vraiment que j'installe tout apparemment. Ou je sais pas si... Bon, on va exécuter.
Voilà. Donc on est parti, on exécute. Donc pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ce truc. D'habitude, MySQL, c'est comme je vous l'ai fait voir avec le zip, hein, c'est on met le dossier et puis voilà. Sous Linux, c'est un petit apt get install MySQL et ça marche. Bon, mais il est pas mal le petit installeur. Par contre, j'ai l'impression qu'il installe pas mal de choses qui vont pas trop être utiles, mais bon. Donc ouais, je crois que je vais mettre en pause, hein, vu que ça va peut-être prendre du temps. Voilà, bon ça a été un petit peu vite, hein. Faut l'avouer, peut-être une pause, une minute quoi. Ah, en fait il a pas encore fini quoi. Alors, il nous demande s'il veut ouvrir les ports du firewall, donc c'est nickel, il le fait pour nous. Développement machine, serveur machine. Bon, on va mettre serveur machine, hein, puisqu'on est sur un serveur. Mais on pourrait mettre aussi développement. Donc le mot de passe MySQL, pour le changer. Alors là, c'est parce qu'en fait tout à l'heure, si vous avez installé le zip, quand on installe le zip, on n'a pas ce truc là et du coup le mot de passe il n'y en a pas. Ce qui fait que l'utilisateur est root et qu'il n'y a pas de mot de passe. Et que par conséquent phpMyAdmin va vous embêter. Alors on verra ça au moment. Là je vais pas me prendre la tête, je vais marquer root comme mot de passe. Alors c'est sûr, c'est pas sécurisé du tout, mais c'est un environnement de test. Voilà, ça sera jamais mis en production ça. Le service qu'il va utiliser, le nom. Bon, MySQL 5.6 à la limite je m'en fous, hein, juste MySQL ça me suffit. Et il va être en tant que système account standard. Donc lui. Et il est parti. On peut faire suivant. Il installe les données d'exemple. Voilà. Et on peut faire suivant. Et il nous demande si on veut lancer le workbench. Alors le workbench c'est une sorte de phpMyAdmin pour MySQL. Mais on va pas l'utiliser donc je le coche pas. Voilà, donc testons un petit peu notre MySQL maintenant. Alors Windows X, console admin, comme ça j'arrive au niveau de système 32. Même chose que tout à l'heure, MySQLD, -v. Et on voit qu'il reconnaît pas. Alors soit qu'il reconnaît pas parce que le programme n'est pas lancé, ou soit qu'il reconnaît pas tout simplement parce que la variable d'environnement n'a pas été fixée. Donc on va vérifier tout de suite la variable d'environnement. Pour cela, déjà je vais prendre le chemin du dossier au cas où. Donc je crois qu'il a mis dans programme file, voilà. Il l'a mis là-dedans. Non. Alors j'aurais dû faire attention à ce qu'il m'avait dit au début à l'installation. Et je vais regarder le programme tout court. Voilà, MySQL, MySQL Server 5.6 et notre fameux dossier bin qui contient le fameux MySQLD. Donc je copie ce chemin au cas où. Et pareil, ordinateur, clic droit, propriété, paramètres avancés, variable d'environnement, et on regarde ce fameux path. Et si on analyse, on voit qu'il y a PowerShell. Donc là je vais utiliser la souris, pas la souris mais les flèches du clavier, parce qu'avec la souris ça avance trop vite. Donc là on a sur le système, là toujours le système root et PHP. Donc comme on voit, en fait il n'a pas installé du tout la variable d'environnement path. Donc je vais lui définir moi-même du coup. Finalement il vaut mieux peut-être installer le truc manuellement, hein, puisque l'installeur prend une plombe et puis ben voilà quoi, il fait pas ce qu'il aurait dû faire. Donc voilà, ma variable d'environnement est ajoutée. Par contre, je crois ne pas avoir mis le point virgule. Dans ces cas-là, je vais rencontrer des soucis.
si, je l'ai bien mis. Juste après le 1.0, j'ai bien mis le point virgule. Alors à nouveau, bah ça je le ferme. Toujours la touche Windows X, console admin, et je recommence. MySQLD-V. Et on voit qu'il répond. Même s'il y a des erreurs, il nous répond, déjà il connaît. Donc, et en plus, j'imagine qu'il fonctionne. Et pour ça, on va quand même vérifier. Si on regarde bien, oui, on a bien un MySQLD qui est en cours d'exécution. Donc, pour ce qui est MySQL, on peut être tranquille, il fonctionne. Alors, continuons. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? On va devoir mettre phpMyAdmin. Donc, phpMyAdmin, on a vu que le dossier par défaut était dans inetpub wroot. Et ici, c'est le dossier vraiment par défaut du serveur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre serveur à côté. Et on mettra phpMyAdmin sur un serveur dédié. Un serveur virtuel, bien entendu. Donc, je l'appellerai PMA pour phpMyAdmin, pour faire simple. Ensuite, mon dossier téléchargement, là du coup je l'ai plus, donc c'est pas grave, hop. Et je prends phpMyAdmin et je vais extraire. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est dans le dossier, je vais copier tous les fichiers. Donc je fais un CTRL A, CTRL C. A pour tout sélectionner, comme vous avez vu, CTRL C pour copier. Puis je vais tout coller dans PMA. J'aurais pu faire un CTRL V, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai pris la souris. Ok. Donc PMA, comme on voit, on a un dossier setup. Donc soit on passe directement par le config, ou soit on passera par le dossier setup. Alors, pour l'instant, on va juste essayer de se connecter à la base de données et après on verra l'histoire de l'installation de phpMyAdmin au cas où. Donc pour le moment, déjà dans le serveur 2IS, il va falloir qu'on crée un site. Donc on va ajouter un nouveau site web. Ce site, on va l'appeler phpMyAdmin. Donc ça c'est le nom visuel qu'on verra dans le site, dans les listes, ça n'a rien à voir avec le truc. L'accès, c'est où est ce dossier. Donc on l'a mis dans PMA dans inetpub. Pour l'instant on laisse 80, mais plus tard on sécurisera justement avec les certificats ce truc. Et le nom d'hôte. Donc je vais l'appeler PMA. Point, et le nom de domaine que j'avais choisi pour le contrôleur de domaine, soit unixer.net. D'ailleurs au passage, je vais copier ça. Vous allez voir pourquoi après. Hop, et je dis OK. Donc là il me dit super, le serveur est démarré au nom de PMA unixer.net sur le port 80 qui cible le dossier inetpub PMA. Parfait. Alors si je regarde ici, si je parcours le web pour ça, le problème c'est que je suis dans une machine virtuelle qui est NAT. Et que du coup normalement j'aurais dû ouvrir des ports, mais non seulement pour la machine virtuelle, mais en plus sur mon réseau réel. En fait, sur mon réseau réel, le port 80 est réellement ouvert. Et vu que j'ai des serveurs qui tournent sur ce port 80, et qui n'ont pas cette hôte qui s'appelle PMA unixer.net. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir accéder à phpMyAdmin comme ça. Donc je vais devoir, pour moi, mon cas, tromper le navigateur en modifiant le fichier host de Windows. Donc pour ce faire, je vais dans le dossier Windows, donc c'est Windows System 32, dossier drivers, dossier etc et le fichier host que je vais éditer avec Notepad++. Et ici, j'ai juste à lui rajouter le nom d'hôte que j'ai déclaré à l'adresse IP de la machine. Donc l'adresse IP de la machine dans mon serveur manager, il me le dit c'est 10.0.2.15. Donc je vais lui dire 10.0.2.15. Voilà.
et j'enregistre mon fichier host. Repartons dans le navigateur et actualisons la page. Et du coup, comme il va plus chercher cet hôte sur internet, mais qu'il va chercher par rapport au fichier host et que mon 2IS écoute bien à cet endroit-là sur ce nom-là, du coup il répond. Et du coup, j'ai accès à mon PHP MyAdmin. Alors, la petite parenthèse que je parlais tout à l'heure au niveau de MySQL, moi ici j'ai défini un mot de passe. Donc l'utilisateur est root et le mot de passe est root. Et du coup, je me connecte sans problème à PHP MyAdmin. Mais vous pouvez pas. Ah, surtout si vous avez installé MySQL dans l'autre mode. Donc dans ces cas-là, vous allez devoir modifier en fait le fichier de configuration de PHP MyAdmin. Donc le plus simple, alors là, pour ceux qui ont la version comme moi installeur, bah après tout ce que je ferai à partir d'ici, ça sera la même chose. L'avantage c'est qu'avec l'installeur, vous n'aurez pas besoin de démarrer le service à chaque fois. Néanmoins, il existe une petite commande à taper et du coup vous pouvez installer MySQL en tant que service quand vous l'installez avec les fichiers à la main. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vais complètement redésinstaller MySQL pour le réinstaller à la main. Et comme ça, je vous ferai voir l'erreur que vous allez rencontrer pour ceux qui l'ont installé à la main. Donc à tout de suite. Donc bon, je vous ai là pour l'instant évité toute la suppression de l'ancien MySQL et j'ai recopié tout le zip dans le dossier que j'avais créé au début dans MySQL dans le programme file. Tout ce que il me reste à faire ici, c'est à copier le chemin, à l'ajouter à la variable d'environnement, puisque l'ancienne je ne l'ai pas modifiée. Donc paf, modifier, et j'enlève tout ce que j'ai ajouté à la fin. Voilà. Et je le remplace par le chemin que j'avais fait au début. Voilà, voilà et voilà. Donc là je suis revenu dans une configuration comme tout au début, si vous avez juste le zip. Donc voilà, je peux essayer n'importe où de toute façon, normalement. Là vu que j'ai pas démarré le programme, il y a des chances, mais c'est pas grave, il reconnaît quand même le truc. Donc ok, donc je suis content pour ça. Dans le gestionnaire des tâches, je regarde, MySQL a été lancé. Bon, je vais faire un fin de tâche, puisqu'en fait c'est l'ancien MySQL qui est lancé ici. Et du coup je vais devoir lancer le nouveau. Alors, il est vrai que tout à l'heure je le lançais à la main en fait. Et je cliquais et du coup ça le lançait. Mais si on veut l'installer en tant que service, et ben on peut faire voilà, je vais faire Windows X, la commande admin. Donc on sait qu'il peut contacter MySQL de n'importe où. Donc je vais lui dire MySQLd, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, .exe, et deux traits, deux traits plutôt tout seul, installe. Et là, je lui donne le nom que je veux voir en tant que service. MySQL, par exemple. Et il dit que le service, il existe déjà. À cause de ce truc-là, en fait. Donc là, je vais devoir supprimer, parce que je l'ai pas fait. Donc supprimer un service. Je crois que c'est SC delete et le nom du service MySQL. Voilà, donc il a bien supprimé le service et du coup je vais relancer ma commande. Voilà. Donc maintenant MySQL, vous voyez, j'aurais plus besoin de le démarrer à la main, il démarre en tant que service. Donc si ici j'actualise avec un F5, là je vais peut-être pas le voir, donc puisque normalement il est en tant que service maintenant. Donc là je sais pas trop où il me l'a mis, mais logiquement c'est là-dedans. Voilà, il est ici, et là actuellement il est arrêté.
Donc si je veux le démarrer, bah, normalement je fais sc start MySQL. Ah. Bon, ou je fais démarrer comme ça. Là apparemment ça n'a pas marché. Donc j'ai fait une petite erreur, désolé. Je vais redelete. Et peut-être que c'est pas MySQLD, mais c'était juste MySQL. Bon enfin. C'est à peu près comme ça qu'il faut taper si vous voulez le lancer automatiquement. Bon là je vais faire comme je faisais au début, le lancer manuellement. Et pouvoir continuer rapidement sur ce qu'on était en train de faire. Donc ici si je retourne hop là, à cette adresse là, vous allez avoir cette chose là. Donc si vous avez ça, en fait, on va voir si je tape root et que j'ai pas de mot de passe, et que j'essaye d'entrer. Il va me dire que dans la configuration, elle interdit le hello no password. Donc ça, on peut le changer très simplement via le fichier de config. Donc ce fichier de config, bah, il est dans le phpMyAdmin, donc notre dossier web, PMA, et c'est le fichier config sample inc. Donc en fait, il faut enlever le sample pour laisser normalement config inc. Voilà, et du coup ce fichier va être pris en considération, et puis dans Notepad++, on édite, et ici la variable hello no password, elle est sur false, et on va la mettre sur true. Voilà, et on sauvegarde ça. Maintenant, si on revient ici, on va actualiser déjà premièrement, et ensuite on va taper root, puisque c'est l'utilisateur par défaut, et sans mot de passe, et on exécute. Et vous voyez qu'on peut rentrer dans phpMyAdmin comme si on avait mis un mot de passe pour l'autre version. Donc bon allez, on y va vite fait, on va faire voir un petit peu c'est quoi cette histoire de mot de passe. Donc utilisateur, vous voyez que root accède à 3 endroits, localhost 127.0.1 et 2.2.1. Donc bah on y va, on va commencer à changer ses privilèges, et disons qu'on va mettre un mot de passe qui sera root, comme on avait fait avec l'installeur, pour vous faire voir ce qu'un petit peu l'installeur a fait à ce niveau-là. Donc j'exécute, voilà, il me dit qu'il a changé, donc je fais la suivante, même chose, je lui dis mot de passe root. Alors normalement il y a une commande, on peut taper une commande qui fait que voilà, la seule commande va le changer pour les 3 comptes. Et là, c'est la dernière fois qu'on lui dit, et on exécute. Voilà, donc en faisant ça, si maintenant je retourne à la page par défaut, hop, j'actualise, là il me dit connexion serveur non permise. Normal, puisque j'ai modifié la fameuse variable. Donc là, je le rebascule sur false, pour dire que bah, maintenant tu es obligé de taper un mot de passe. À nouveau ici, on actualise. Et cette fois-ci, bah, si je fais root sans mot de passe, ça ne marchera pas, puisqu'il faut un mot de passe. Et si je fais root, alors je peux rentrer. Voilà. En gros, c'est ce qui se passait entre l'installeur et l'installation manuelle. C'est pas grand chose, vous voyez. Donc ici, on va créer un utilisateur. On ajoute un utilisateur et on va l'appeler Joomla. Le client, ça sera local pour notre base de données localhost, d'accord. Et le mot de passe, bah, je vais l'appeler Joomla. Alors là, je me prends pas la tête, hein, mais vous pouvez sécuriser si vous êtes en production et autres. Là, c'est des exemples. Et on va cocher créer une base portant son nom et donner tous les privilèges sur cette base, mais uniquement sur cette base qui s'appellera Joomla. Et on va en bas, on exécute. Voilà. Donc il nous crée une base Joomla avec un utilisateur Joomla dont son mot de passe est Joomla. Oui, je sais, ça fait beaucoup de Joomla. Donc, bien entendu qu'on a préparé ça, il va nous falloir un petit Joomla maintenant. Parce que, super, notre localhost répond bien sur PHP, notre phpMyAdmin, comme on vient d'y aller, il nous permet de gérer notre base de données. Maintenant, on va installer le Joomla. Donc on y va, Google, on tape Joomla, on prend joomla.fr, on prend la 3e version, la dernière quoi,
et l'édition francophone. Voilà, ce qui nous procure un petit zip. C'est OK. Donc maintenant qu'on a ce zip, on va l'extraire. Donc pour ça, téléchargement, je prends le Joomla, je l'extrais. Disons, l'extraction dans le virtuel, c'est pas le top. Donc là, pour le moment, hein, si je résume, on a deux IS qui tournent avec le serveur par défaut, un serveur qu'on a créé en plus qui est PMA, qui contient notre administration pour notre base de données MySQL, qui contient PHP-MyAdmin. Et là, on va créer un autre serveur qui va contenir en fait notre Joomla. Donc je vais copier tous les fichiers du zip, extrait, donc CTRL-A, CTRL-C, puis dans mon ordinateur, toujours dans C, dans le répertoire inetpub, mais je pourrais le mettre n'importe où, hein, mais bon, je prends l'habitude de mettre tout ça au même endroit. Donc on avait créé PMA, je vais en créer un nouveau. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je vais l'appeler CMS. Et dedans, j'y mets tout le contenu de Joomla. Donc maintenant que je fais ça, dans 2IS, même chose, je vais devoir créer un site. Donc hop, ajouter un site web. Le nom du site, ça sera Joomla. Le chemin, c'est le dossier qu'on vient de créer il y a 2 secondes, donc CMS. HTTP, ça on le sécurisera plus tard. Et on l'appelle CMS. Et je reprends le même truc, unixver.net pour le nom du domaine que j'ai défini dans l'Active Directory. Et je dis OK. Donc à nouveau, si je clique tout de suite là, il va chercher un truc qui n'existe pas, donc je vais tout de suite dire dans le fichier host, je vais ajouter cette ligne, je vais la copier. Hop, je vais coller et je vais changer PMA en CMS. Et j'enregistre mon fichier host. Maintenant, je vais pouvoir ici, hop là, parcourir mon serveur CMS et afficher la page web qui contient mon Joomla. Alors, il faut savoir que vers la fin, il va y avoir des soucis, il me semble, au niveau de la vue d'ensemble. Donc bon, je vais devoir me retaper pratiquement le tout, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Donc le nom du site, je vais l'appeler tutoriel. Description vidéo tutoriel. Voilà. L'email. Bon, on va mettre un email. Voilà, l'identifiant, c'est admin. Le mot de passe, ça sera admin. Je pense que je me suis planté. Hop. Voilà. Et ensuite, confirmer le mot de passe, admin. Bien entendu, choisissez des mots de passe bien plus sécurisés que ce que je ne fais. MySQLi, ok. Localhost, c'est parfait. Le nom d'utilisateur, c'est Joomla. Mettez par route, puisqu'on a créé un utilisateur spécialement pour ça. Son mot de passe, c'est Joomla. Et sa base de données, c'est Joomla. Le préfixe, donc on peut laisser un préfixe comme ça, c'est recommandé, mais là, ça sert pas à grand chose, donc je vais juste le renommer en Joomla, ça me plaît plus. Et je peux dire suivant. Activer le FTP, pas vraiment besoin pour le moment, on est en local, donc on verra ça plus tard. Là, je vais demander un type blog, voilà. Ou allez, vas-y, pour apprendre Joomla en français. Ici, si je regarde, je vois qu'ici la configuration PHP n'est pas modifiable. Et que là, il y a des trucs comme afficher les erreurs et output buffering.
Donc ces trucs-là, là, ça vient de PHP, et ça va venir de Joomla. Donc Joomla, en fait, il va devoir créer un fichier qui s'appelle configuration PHP dans son dossier. Donc le dossier CMS ici. Le problème, c'est que ce dossier CMS, il n'a pas vraiment les droits pour ça. Donc il va falloir qu'on lui donne des droits. On a deux choix. Soit on décide d'attribuer tous les droits directement sur le dossier CMS. Et ici dans sécurité, on n'a ni 2IS user, mais pour ça le 2IS user, il faudrait suivre la documentation PHP qui nous dit de faire des choses particulières. Et on n'a ni non plus le tout le monde. D'accord? Donc on pourrait ajouter le tout le monde ici, de sorte à ce que tout le monde peut modifier ce qu'il y aura là-dedans. C'est pas très recommandé niveau sécurité. Ou on peut faire ce qu'il nous dit, en fait il va créer un dossier config.php. Donc je peux lui dire nouveau document texte, et ce document va s'appeler configuration.php. Je lui dis oui, je veux changer l'extension, et ce configuration PHP, dans ses propriétés, au niveau de la sécurité, je vais ajouter l'utilisateur tout le monde. Donc tout le monde. Je vérifie, je dis OK, et il a le droit d'écrire. Temporairement, puisque par la suite, vous devrez enlever ce droit d'écriture, en fait. Puisque c'est là-dedans qui contient le mot de passe et tout le machin, donc faire attention. On dit OK, et pour ça on dit OK. Alors pareil, il faut savoir que ici, médias, vu qu'il y aura tous les médias, pareil, dans sécurité, ajouter tout le monde. Donc ça c'est juste pour aller vite, hein. Normalement vous suivez la documentation, PHP vous indique, et du coup c'est pas tout le monde que vous mettez, mais c'est bien l'utilisateur 2IS. Donc là je dis à tout le monde qu'il aura le droit de modifier le dossier média, tout comme le dossier temporaire, qui est utile pour les installations et autres. La même chose, on va devoir ajouter aussi ici tout le monde. Donc c'est soit on le fait comme ça au cas par cas, hein, sur les dossiers qu'on a besoin, ou soit on le fait sur le dossier principal, mais bon, comme je vous dis, le dossier principal, pas recommandé du tout. Voilà, donc j'ai modifié ce qu'il veut. Donc ici, avant de continuer, je vais retourner en arrière, comme ça il vérifiera la configuration PHP qui sera modifiable du coup. Et ici, si je veux supprimer ces avertissements, c'est simple, il va falloir que je trouve le machin afficher les erreurs dans PHP, et que je le mette sur désactiver, puisque c'est ce qu'il veut, actuellement il est suractivé, et le output buffering, pareil. Donc si je regarde mon fichier PHP ini, d'accord, donc dans Program File, donc c'est le bon PHP, au niveau des sortes d'erreurs, ça c'est, voilà, ici, display error, ligne 538, quoique c'est pas vraiment celle-ci, parce que là, normalement, on devrait être sur on, puisqu'il me dit qu'actuellement, ce paramètre est sur on, et qu'il devrait être sur off. Et là, si je regarde, il est sur off. Donc, c'est pas celui-là. Donc, je regarde bien ce qu'il me parle. Donc, déjà, le output buffering. Ça, je sais plus où il en parle. Normalement, ça c'est bien avant. Ah, vous voyez, il avait réécrit les règles en fait tout seul. Tout à l'heure, j'avais décommenté les trucs, mais en fait, il les a écrits. Bon, c'est pas très grave, hein. Soit vous les recommentez, ou de toute façon, ça gêne pas l'exécution du script. Sachant que les lignes, c'était celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, son histoire de output buffering, tout comme son affichage d'erreur. Expose PHP. Non, je crois que ça c'est la variable PHP. Ouais. Le truc du genre.
le safe mode. Ah, là il commence à parler des outputs. Défaut value off. Là il met 4, donc on met off ici. C'est ce qu'il veut, avec un O majuscule, c'est comme ça qu'il l'écrit. Vaut mieux faire ce qu'il raconte. Par contre, son histoire d'erreur, là je vois pas d'où il le voit. Si ce n'est que peut-être quand il a réécrit le fichier plus loin, il a peut-être ajouté ça. Donc socket, tant. Non, il n'a pas rajouté sur les erreurs. Bon, c'est pas très grave. On va pas perdre du temps là-dessus. Là, ça en gros, ça va enlever le output buffering, puisque l'afficher les erreurs, je l'ai pas trouvé. Et le configuration PHP. Mais normalement, afficher les erreurs, c'est display error. Mais il est sur off. Donc, je comprends pas trop ce qu'il veut. Alors, c'est pas grave. On va repartir précédent. Et on va refaire suivant. Et voilà. C'est juste pour qu'il reprenne en considération la modification du fichier PHP. Donc il nous dit qu'il faut supprimer le répertoire d'installation. Donc dans CMS, le dossier installation, on le supprime. Donc on voit au passage qu'il a bien écrit dans configuration, puisque maintenant il fait 2 KO. Et là, à cet instant, bah, si vous voulez, dans les propriétés, au niveau de la sécurité, vous pouvez, au niveau de tout le monde, modifier son autorisation et enlever le droit de modification. Mais attention, hein, si après vous modifiez des trucs dans Joomla et qu'il doit écrire là-dedans, il sera aussi embêté pour les écrire. Donc à vous de voir comment vous voulez gérer ce cas avec Joomla. Donc là on va lui enlever ces droits là. Maintenant ça ne lui pose pas de problème pour la suite. Donc je demande d'aller au site et on voit bien qu'il affiche le site sans problème. Donc voilà, on a un site PHP MyAdmin qui contient notre base de données. Tout ça sous 2IS qui fonctionne sous PHP 5. Donc dans la prochaine vidéo, alors c'est vrai que j'avais parlé d'histoire de PHP MyAdmin, donc on va le faire dans cette vidéo là. PMA. Donc vous vous rappelez au début on a créé le fichier de configuration, on l'a modifié à la main. Bah on va le refaire comme il était, c'est-à-dire sample.inc. Donc en refaisant ça, si je retourne sur mon PMA, voilà, je vais avoir des problèmes de connexion. Rappelez-vous, je vous avais dit dans le dossier PHP MyAdmin, il y avait un dossier setup. Et ben on va taper l'adresse jusqu'à setup. Et voilà. Donc ici il nous dit qu'on doit créer un répertoire config et qu'il soit accessible en écriture tel qu'écrit dans la documentation. Donc on a vu avec Joomla c'est quoi l'histoire de l'écriture. Donc si je vais dans PMA, je dois créer un dossier config. Et celui-ci, il doit avoir les droits d'écriture. Donc hop, j'ajoute Monsieur tout le monde. Hop, je vérifie, je dis OK, et il a le droit de tout faire. Voilà. À nouveau, j'actualise, et plus d'erreur. Donc on y va, on veut créer un nouveau serveur, le serveur que je voudrais afficher, bah, ce sera PHP MyAdmin par exemple. Le port, j'y touche pas, je laisse par défaut. La connexion, le SSL, j'y toucherai plus tard. Et connexion sans mot de passe, je le coche pas, hein, puisqu'on se rappelle, la variable hello no password, on a besoin qu'elle soit sur true, puisqu'on a un mot de passe. Ensuite, on peut voir ce qui est type d'authentification, donc on peut sauvegarder déjà ça. Donc en sauvegardant, bah, on peut remodifier une configuration ici. Par exemple, le type d'authentification, cookie, les méthodes qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on a envie de configurer au niveau du serveur. Bref, là on a accès à tout ce qu'on a besoin. Donc le stockage de configuration, pour l'activer les fonctionnalités, il faut aller là-dedans et puis vérifier ce qu'il nous dit dans la documentation. Mais en d'autres termes, le stockage de configuration, normalement vous devez initialiser la base de données.
Et une fois que vous l'avez initialisé, après ça se fait un petit peu tout seul, ce truc. Mais vous pouvez comme ça dire de mettre les valeurs par défaut si cela vous chante. Tac, 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 tac. Et lui, normalement, il devra se charger de faire cette initialisation. Voilà. Donc, un compte MySQL spécial avec des permissions limitées. Donc, normalement, c'est vrai qu'ici, on doit créer un compte spécialement qui s'appelle PMA, je sais plus trop quoi. Donc là, bah, je pourrais pas le faire, donc c'est pas la peine. Bon. Non, bah non, je vais pas trop perdre de temps, donc je vais pas le faire. Mais voilà, sachez que c'est pas très compliqué, on crée un compte utilisateur PMA avec une base spéciale qui s'appelle phpMyAdmin. Et une fois que ce compte d'utilisateur et cette base est créée, on n'a plus qu'à continuer ça. Donc limite, allez, limite, on y va. Je vais enlever le enc, le sample, remettre comme par défaut, comme ça il va m'autoriser la configuration avec le mot de passe. Je vais faire ça, PMA, du coup j'accède à ma base normale avec mon utilisateur normal, en laissant l'installation de côté. Et il me dit normalement, donc je vais suivre la doc, donc je vais faire un contrôle en restant appuyé sur contrôle et je vais cliquer sur le lien, comme ça il m'amène sur la doc. Et il me dit qu'il faut que j'aille dans le machin exemple. Donc je regarde dans mon dossier, j'ai un dossier exemple, et là j'ai le créatable SQL. Donc je vais l'éditer avec Notepad, et lui va créer la base de données phpMyAdmin, il va y créer les tables nécessaires à cette base, et après bah, c'est à nous de créer l'utilisateur PMA qui va s'en suivre. Donc hop, je copie tout, je fais un copier, CTRL C, je retourne dans mon phpMyAdmin, tac, donc pas ici puisque c'est le setup que je peux pas, et ici dans SQL, tout de suite à la racine de localhost, je colle ce que je viens de copier, et j'exécute. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Use phpMyAdmin, mais est-ce qu'il retourne un résultat vide? Aucune ligne. Oui, mais en même temps, il a créé la base, je crois bien. Voilà, je vais regarder, réfléchir. Oui, il a bien créé la base avec les tables nécessaires qu'on a besoin. Et si je regarde au niveau des utilisateurs, donc là, c'est à moi de créer le utilisateur PMA. Donc, je crée l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler par exemple PMA. Dans la doc, utiliser la table hôte. Bon, on va mettre local pour le moment, lui. Le mot de passe dans la doc, c'est PMA pass. Mais mettez ce que vous voulez. Hein. Tac. Et ici, on va donner des privilèges spécialement à une base. Donc pour le moment, vous voyez, je vais créer juste l'utilisateur sans rien donner en privilège. Donc je le crée tout seul. Voilà. Ce qui fait qu'il m'a créé un utilisateur ici tout seul. Et ici, je vais changer ses privilèges. Et du coup, je vais affecter les privilèges sur une base de données qui va être phpMyAdmin. Et ces privilèges, juste sur cette base de données, il a le droit à tout faire. Donc normalement, il y a certains trucs que vous devez décocher, mais c'est pour aller plus vite. Et du coup, j'ai mis en place cette configuration qui me demande au niveau de l'installeur. Donc je peux continuer, du coup, l'utilisateur il s'appelle PMA, et le mot de passe, PMA passe. Voilà, comme ça, il est content, il a ce qu'il veut. Je sauvegarde. Voilà. Donc arrivé ici, je sauvegarde bien l'ensemble. Et ici, pareil, je vais définir la langue par défaut, donc je vais utiliser français.
serveur, ça sera php-myadmin, et les retours à la ligne que je laisse. Donc je sauvegarde dans un premier temps, indique que la configuration est sauvegardée dans le fichier qui s'appelle config-in-php. On n'a plus qu'à copier ce fichier au répertoire de php-myadmin et effacer le répertoire de config. Donc on va faire ce qu'il nous dit. On prend ici dans config le config inc, on le copie, on le met à la place de l'autre, qui normalement était sample, je le colle, et je supprime le répertoire de config. À nouveau, ici, j'actualise, et on se retrouve avec ça. Donc là, je vais bien actualiser. Voilà, donc enlever l'erreur parce que c'était une notification précédente. Et j'exécute. Et on voit bien qu'on se retrouve dans notre php-myadmin. Alors l'avantage de ce qu'on a fait là, donc là, ouais, il faudra encore revérifier le truc de stockage de configuration. Et normalement, ça c'est bon. Si on regarde paramètres, le stockage de configuration, si on demande d'importer depuis le stockage, on exécute. Donc avant on va sauvegarder dans l'espace de stockage. Voilà. Puis on importe et on fusionne avec la configuration. Non, on va pas fusionner, on va juste l'importer. Donc on va fusionner. Alors là je ne sais pas s'il l'a pris en compte, on va actualiser tout ça. Et oui, maintenant il l'a pris en compte puisque normalement on n'a plus la petite ligne en dessous. Si on regarde ici, bon, on s'en fout un petit peu, mais il faut savoir que c'est presque en place. Il y a juste 2-3 trucs à faire au niveau des variables, je crois. Voilà, donc on a notre php-myadmin qui fonctionne comme il faut, qui est limite sécurisé. Nos deux serveurs virtuels, d'accord, donc on a notre PMA et notre CMS, et le but du prochain tutoriel, ça va être de sécuriser le CMS et le PMA au travers des certificats. Voilà, donc ce tutoriel est pour l'instant terminé, je vous invite à regarder surtout la suite qui sera le plus intéressant au niveau certificat. En attendant, ceux qui se demandaient comment s'installer Joomla ou php-myadmin sur un Windows 2IS, maintenant ils savent. Voilà, allez, ciao, bye bye.